Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous quotidien sur Be Smart for Change. 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, j'accueille Christina Rébuffet-Brodos, spécialiste interculturelle entre la France et les États-Unis. Christina accompagne les entreprises dans la compréhension des différences culturelles et les aide à transformer ces différences en atouts. Elle nous raconte. Bonjour Christina. Bonjour Alix. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là et de pouvoir parler d'un sujet qui vraiment me tient à cœur personnellement. Eh bien, plaisir partagé. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant d'accompagner les entreprises sur les différences culturelles, brièvement, quel a été votre parcours? Oui, donc en fait, je pense que ça s'entend. Je suis américaine, donc je suis née aux États-Unis, j'ai grandi aux États-Unis et je suis arrivée en France à l'âge de 20 ans à peu près pour en fait faire un programme d'échange pour apprendre le français, apprendre la culture française. En gros, je voulais revenir, une fois que ce programme était terminé, je voulais revenir en France, rester encore un peu. Et c'est là où, en fait, pour faire bref, j'ai rencontré un Français, on s'est mariés, on a divorcé, mais moi je suis restée ici. Et en fait, pendant cette période-là, tout de suite après mes études, j'ai commencé à travailler avec des entreprises pour leur communication en anglais. Donc vraiment d'aller dans les entreprises, être immersée avec les salariés, pour les accompagner, en fait, comment s'exprimer en anglais. Mais on voyait aussi souvent, quand on travaillait avec des Américains, il y avait aussi des différences culturelles qui allaient au-delà de la langue, en fait. Et plus tard, quand j'ai créé mon entreprise, on avait souvent des clients qui nous contactaient en disant je suis allée aux États-Unis, je suis allée au CES, etc. J'ai eu des rendez-vous, mais tout de suite, mais derrière ça, il n'y avait rien. Et je pense que mon anglais, il n'est pas bon. Et on se dit, ok, très bien, on va vous aider à mieux parler anglais, il n'y a pas de souci. Et pareil, en fait, c'est quand on commençait à travailler avec eux et vraiment rentrer dans leurs objectifs et dans le travail qu'ils faisaient avec les prospects américains, on se rendait compte que c'était pas la langue le problème. Il y avait toujours des petites choses qu'on peut peaufiner, mais c'était vraiment, en fait, la façon de faire. Et en fait, ça revenait toujours à, c'est les différences culturelles qui font qu'on arrive à réussir ou non une prospection, une collaboration, même le fait de travailler en équipe. Plus qu'une maîtrise moyenne de la langue. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, souvent, il faut se dire que déjà, les Américains, ils ne sont pas connus pour leurs compétences en langue étrangère. Voilà. Donc déjà, en fait, quand quelqu'un arrive sur le marché américain, tant qu'il parle anglais, où c'est, je dirais, correct. C'est le signe d'un effort déjà. Voilà, c'est ça. Vis-à-vis de l'interlocuteur. Complètement. Et en fait, souvent, les Américains sont impressionnés déjà par le niveau de la langue de leurs interlocuteurs français. Et donc, en fait, c'est pas forcément la langue. Il y aura peut-être un petit mot de travers, une prononciation qui est approximative, mais c'est plus la façon de faire, la façon d'interagir avec les personnes, de réagir, de gérer des situations. Et c'est là où on a vu qu'il y a vraiment des tensions qui peuvent se créer. Et on va y revenir plus en détail, mais vous, à titre personnel, est-ce que vous avez été confronté à des chocs culturels? Je pense que oui, et je dirais par exemple, une première histoire qui me vient à l'esprit, c'était quand moi je suis arrivée en France et je cherchais un travail, un job étudiant, on va dire. Je vais dans un hôtel, je crois, c'était pour avoir un poste de femme de ménage. Vous étiez où en France? À Grenoble. Donc je suis toujours à Grenoble. Et donc voilà, donc je me présente à l'accueil et la personne me dit direct, cash, oui mais nous on n'embauche pas les Américains parce qu'on veut pas un procès, vous allez vous brûler avec la machine à café, vous me faites un procès. Et à l'époque, je pense que j'étais trop jeune de savoir comment réagir, donc j'ai pris ça un peu, c'est rigolo, etc. Mais je sais que par exemple, aux États-Unis, on met même pas la photo sur le CV parce qu'on peut justement être accusé de discrimination, alors que d'avoir quelqu'un qui dit brutalement non mais on vous embauche pas parce que vous êtes de telle nationalité, je me suis dit ah ouais, c'est quand même un autre niveau de
façon d'interagir avec des personnes, en fait. Je pense qu'il y avait ça. Je pense qu'il y avait aussi, vraiment, quand j'ai commencé, la relation avec la hiérarchie, d'avoir vraiment un manager qui était très distant, très froid, très autoritaire, pas dans le sens que c'était un manager, on va dire, méchant envers les salariés, mais il y avait vraiment des Distance cloisons. sur la forme, quoi. Oui, complètement, ouais. Et donc, je pense que là, c'était peut-être deux histoires où je me suis dit, ouais, c'est vraiment pas du tout la même chose, en fait. Et vous accompagnez de nombreux dirigeants et managers. Vous naviguez, qui eux naviguent Oui, entre deux cultures, oui, la oui. France et les États-Unis. Est-ce qu'on peut parler d'un style de leadership vraiment propre à chaque pays, selon vous? Oui, je pense qu'il y a une différence, en fait. Par exemple, aux États-Unis, je dirais le leadership, c'est plus dans le sens où il faut que je trouve, il y a une image, en fait, où on dit vraiment le leader, c'est quelqu'un qui est derrière et qui va pousser, qui va propulser. Donc, en fait, qui ne va pas forcément se mettre en avant pour se dire « je suis le leader, regardez-moi », mais il va plus être, je dirais pas en coulisses, mais il a dans les tranchées avec les salariés, par exemple, pour les motiver, pour les encourager, pour les driver. Alors que peut-être en France, où on a une hiérarchie qui est beaucoup plus présente. C'est-à-dire que c'est plus vertical en France? Oui, Parce qu'il y a quand oui. même une vraie hiérarchie Oui. aux États-Unis. Il y a une vraie hiérarchie et la différence, c'est qu'en France, on la voit et aux États-Unis, Elle est assumée en France. voilà, oui, c'est ça, exact, complètement. On l'assume, on sait qui est le chef, etc. Aux États-Unis, ça va pas se voir, mais la hiérarchie est là. Et je pense que c'est là, souvent, où les personnes ils se trompent, ils disent « ouais, mais ils sont beaucoup plus égalitaires aux États-Unis, le manager, il est comme tout le monde, etc. » Oui, en apparence, mais il y a quand même, justement, le manager qui est là et qui est quand même à la tête de son équipe. Donc finalement, c'est plus complexe, sans doute, pour un Français Oui, de s'adapter aux États-Unis que l'inverse, oui, où même s'il y a un choc Oui. d'emblée, oui. finalement, il sait à quelle sauce il est mangé. C'est un peu ça. Et je pense que ça, c'est valable pour beaucoup de choses dans la culture américaine. J'entends beaucoup de Français qui disent « ouais, mais les Américains, ils disent tout est awesome, amazing, et après derrière, on n'a rien, c'est superficiel. Quand on a du feedback, ils nous disent que c'est très bien, mais en fait, c'est pas bon du tout. Et donc, je pense qu'il y a vraiment, on a à la fois cette croyance que les Américains, c'est direct, c'est to the point, c'est clair, mais Sur la forme, en fait. voilà, c'est ça. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir interpréter. Et c'est là, justement, où on a des difficultés. C'est qu'en France, quand quelque chose est mauvais, la personne va le dire direct. Aux États-Unis, on va l'emballer dans des formes et on va pas forcément... Oui, saisir la nuance, en fait. on en a parlé pendant la Oui, préparation de oui. cette émission, c'est le sandwich feedback. Oui, c'est ça, le feedback sandwich, oui, c'est ça. Ou comme certains... Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est le Alors sandwich oui, pour feedback? expliquer déjà, en fait, c'est cette idée où quand on va donner des critiques à quelqu'un, on va faire un sandwich, un feedback positif, un feedback négatif, un feedback positif. On appelle ça le feedback sandwich. Il y en a certains, je ne sais pas si on peut dire les gros mots ou pas, je le dis en anglais comme ça passe, shit sandwich. Parce qu'ils disent, ouais, enfin, c'est... pourquoi il peut pas juste me dire ce qu'il pense, en fait. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, pour le feedback, on est très pudique pour la critique, en fait. On a du mal à aller droit, enfin vraiment confronter l'autre personne directement. Et du coup, on a tendance à mettre plus des formes. Et c'est ça où on peut avoir des difficultés, c'est-à-dire que le français qui a l'habitude d'avoir des retours très directs, très frontales, il ne va pas saisir que entre ces deux critiques, ces deux retours positifs, le vrai message, il est là, caché au milieu, en fait. Et c'est là aussi, ça peut poser problème. Oui, parce qu'en France, un manager, il dit plutôt c'est pas mal, Oui, mais tu peux mieux faire. oui. Aux États-Unis, ce type de retour, il serait perçu comme une critique personnelle, en fait. Ben, c'est ça, en fait, parce que il y a à la fois ce message qu'en gros, vous avez mal fait votre travail. Donc, il y a une critique du travail. Mais derrière aussi, s'il n'y a pas une volonté de chercher comment on peut mieux faire, en fait. C'est juste, je vous donne une info, une critique négative, je dis, c'était pas bon. Voilà. Et du coup, aux États-Unis, on peut donner ces critiques négatives, mais on va être plus dans la recherche. D'abord dire tout ce qu'il y a de positif. Voilà.
dire ce qui est positif, on donne la critique, on va chercher comment on peut améliorer et en plus, on est sur la recherche de comment améliorer en fait. Et si on reprend cette idée du sandwich feedback, Oui, par exemple, oui. est-ce que, selon vous, c'est transposable dans la culture d'entreprise française? Ça dépend. Je dirais que ça va dépendre beaucoup de la culture de l'entreprise, en fait. Parce que c'est vrai que quand on parle de culture, c'est vrai que là, on parle de culture américaine, culture française, mais on a plusieurs couches de culture, en fait. Il y a la culture nationale, la culture régionale, la culture d'entreprise, la culture, je dirais, des classes sociales, la culture familiale et la culture personnelle. Donc, on a toutes ces couches de culture. Donc, est-ce que c'est transposable dans une entreprise française? Je dirais oui, ça peut, mais il faut que ça fasse partie de la culture de l'entreprise. Peut-être plus dans le monde des startups, finalement, Je pense, oui. C'est vrai que le monde des startups, on voit qui qu'il y est a très un inspiré d'un modèle américain. Oui, voilà, c'est ça, exact. Donc, je pense qu'il y aura vraiment des différences entre, par exemple, une grande entreprise qui existe en France depuis 2 siècles, comparé à une start-up qui vient de se lancer il y a 1 an ou 2, qui est très agile. Là, même si on est sur 2 entreprises françaises, on a des cultures d'entreprise très différentes. Et alors, qu'est-ce que vous leur apprenez à ces Oui. managers, à ces dirigeants français, finalement, à faire des compliments? C'est une forme de cours d'acting? Oui, c'est ça. Bah, en fait, juste de savoir, en fait, on va travailler sur quelles sont les attentes. Par exemple, si c'est un manager français, ils ont des salariés américains, de leur expliquer quelle est la façon de faire dont les Américains, ils ont de l'habitude. Après, moi, je dis toujours, vous avez, en tant que manager français, vous avez déjà fait le travail d'apprendre la langue. Les Américains, ils peuvent quand même faire un peu de travail de comprendre aussi votre façon de travailler. Il y a des entreprises où justement, ils m'ont appelé parce qu'ils avaient un peu des difficultés avec leurs collègues américains. Donc, c'était pour expliquer aux salariés français comment travailler avec des Américains. Et après, ils ont dit, est-ce que vous pouvez faire la même chose pour nos collègues américains et de leur expliquer comment travailler avec nous aussi. Ouais. Et moi, Et vous le faites avec des Américains? Oui, oui, oui. Ok. Ils sont demandeurs? On a 2 entreprises qui ont demandé de mettre ça en place, en fait. Ok. Parce que je pense que, comme a dit le DRH de cette entreprise, c'est important. En fait, c'est important que les deux Que ce soit côtés- bilatéral. C'est ça, que les deux ils fassent des efforts, que les Sinon, deux ça ils peut cherchent créer à se des comprendre. frustrations. C'est ça. Ça fait pourquoi c'est à nous de faire tout le travail. Eux aussi, ils peuvent travailler. C'est pas parce que c'est des Américains et c'est les plus grands, ils ont plus d'argent et tout ça, que nous, on doit s'adapter à eux. C'est une collaboration, c'est une entreprise, c'est une équipe. Et dans une équipe, on doit travailler ensemble. Vous m'avez aussi dit que l'un des contrastes les plus frappants Oui. se fait au moment de la prise de décision. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne prend pas les décisions de la même manière, en fait, tout simplement. On travaillait avec une entreprise française qui, justement, ils installaient une filiale aux États-Unis. Et donc, le manager français envoyé aux États-Unis. Et quand il y avait justement des décisions à prendre, il avait tendance, en fait, à aller discuter avec tout le monde, à faire des réunions, Consulter. Oui, voilà, à consulter tout le monde, à faire des réunions pour réfléchir. Il sortait de la réunion. Pour les Américains, c'était pas clair. Qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est quoi la décision? On a discuté ensemble pendant 1 heure, mais bon, ok. Et du coup, en fait, je pense qu'en France, justement, on va aller chercher, discuter, faire beaucoup de réunions pour débattre des idées, chercher les possibilités, peser les pour et les contre, etc. Ça peut durer très longtemps, mais ça fait partie du processus de réflexion et de prise de décision en France. Pour être sûr de prendre la bonne décision. Voilà, c'est ça. Et à exact. contrario, comment ça se passe aux États-Unis? Et aux États-Unis, on va peut-être consulter quelques personnes, mais en fait, le manager, il va assez rapidement prendre une décision pour le partager avec l'équipe. Et en fait, c'est quand on parlait de leadership, l'équipe, il s'attend un peu à ça. Le manager, il est là pour prendre les décisions, pour nous driver. Et après, quitte à Rectifier. rectifier en cours de route. Mais ça fait partie, en fait, de cette idée de test and learn qui est très ancrée dans les startups aux États-Unis. On essaie quelque chose, ça va marcher, ça va pas marcher, mais au moins on saura avec des vraies données du terrain. Et du coup, ça fait que un manager américain va peut-être consulter un peu, prendre une décision assez rapide et après au boulot.
quitte à changer de stratégie. Et vous le constatez, cette différence de rythme, elle peut poser Oui. des difficultés au sein d'une entreprise multinationale? Oui, complètement, complètement. Parce que notamment, alors c'est un ami agronome et qui travaille avec des Américains et qui m'a raconté, il dit, ouais, en fait, je dois aller aux États-Unis, ils m'envoient, alors je sais plus exactement, ils m'envoient dans l'Ohio, mais finalement, c'est dans l'Arizona où il faut que j'aille. Après, non, finalement, ils m'envoient en Floride parce que, en fait, ils étaient plus dans, il faut qu'on passe à l'action tout de suite, très rapidement. Alors que pour lui, il a dit, si on avait pris peut-être 1 semaine, 2 semaines juste de se poser, de regarder, d'étudier la chose, peut-être j'aurais pu faire un aller-retour Paris-Miami plutôt que de faire la tournée des États-Unis parce que pour les Américains, En termes d'empreinte carbone aussi. ouais, pour les Américains, c'est Accessoirement. pas c'est pas le souci numéro un pour beaucoup d'Américains, malheureusement. Mais en fait, il y a ce côté, alors pour les Américains qui sont face à une prise de décision, si je peux dire, à la française, avec beaucoup de discussions, ça va être très frustrant parce que les Américains, ils veulent être dans l'action le plus rapidement possible. Il faut délivrer. Voilà, c'est ça. Il faut passer à l'action. Alors que, justement, la frustration de mon ami qui travaille avec les Américains, il se dit, mais on peut ralentir un peu pour mieux faire par la suite et pas gaspiller de l'argent, du bilan carbone. Et donc, ça peut être très frustrant des deux côtés parce que d'un côté, on veut réfléchir et ensuite décider. Et de l'autre côté, on veut passer à l'action et décider en cours de route. Et est-ce que vous voyez des entreprises qui arrivent à mêler ces deux cultures de manière efficace? Oui. Ou est-ce que c'est toujours de l'ordre du compromis et de l'effort? Est-ce qu'à un moment, on peut arriver à un modèle vertueux? On a justement une entreprise qu'on accompagne. Ils ont été fondés en 2019, si je me rappelle bien. Et ils sont tout de suite allés aux États-Unis en 2021. Et c'est là où on a commencé à travailler ensemble. Et là, je trouve que eux, c'est vraiment un bon modèle de réussite parce qu'ils ont envoyé les managers sur le terrain quasiment dès le début et commencé à embaucher des Américains. Et ils ont les équipes américaines, mais aussi les équipes qui sont ici à Paris, et en fait qui travaillent ensemble. Mais parce que depuis 2021, et on travaille toujours ensemble aujourd'hui, ils font ce travail d'investissement, en fait, de faire en sorte que les deux, ils se comprennent. Donc, je pense que ça peut être fait. Ce que je vois, là où il y a peut-être les erreurs, c'est soit de se dire, on va aller aux États-Unis, mais on va juste embaucher des Américains parce que de toute façon, ils connaissent mieux la culture, le terrain, donc on va tout déléguer aux locaux. Et on n'envoie pas suffisamment de l'équipe française sur place pour qu'ils travaillent ensemble, justement, pour que les Américains, ils ont ce contact avec les équipes françaises et les Français, ils comprennent comment ça se passe sur le terrain. Il faut vraiment faire ce travail de intégrer les deux équipes pour que ça se passe bien. Oui, d'immersion, quoi. Oui, c'est ça. Vous dites aussi qu'en France, on valorise souvent les profils couteau suisse, Oui. capables de jongler donc entre plusieurs compétences. Oui. Aux États-Unis, ce serait l'expertise pointue qui prime. Oui. Là aussi, pourquoi cette différence selon vous? Alors la différence, je dirais, pour les États-Unis, en fait, c'est vraiment l'influence de ce qu'on appelle le Taylorisme. Taylor, c'était un ingénieur américain au début du XXe siècle, en fait, qui cherchait comment on peut vraiment optimiser tous les process, tous les workflows pour, en gros, avoir un maximum de rentabilité. Et donc, l'idée, c'était une personne, une tâche, une spécialité, et comme ça, on n'a pas la personne qui va perdre du temps et de l'énergie à être un peu bon dans un peu tout, mais pas vraiment excellent dans une chose. Donc, en fait, aux États-Unis, on a continué, en fait, à diviser le travail de cette manière. En France, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui joue, c'est le coût du travail. Je n'ai pas les chiffres en tête exactement, mais je sais que embaucher quelqu'un aux États-Unis, c'est beaucoup moins cher que d'embaucher quelqu'un en France. Donc, ça fait que peut-être là où en France, pour avoir une personne, ça va coûter tant, aux États-Unis, on peut avoir 5 personnes pour le même prix. Et du coup, on va avoir une personne qui s'occupe de chaque tâche ou chaque spécialité. Donc, en France, on veut optimiser les coûts du travail. Du coup, on cherche des profils plus polyvalents. Et vous, d'un point de vue purement subjectif, qui est le vôtre, de ce que vous observez, est-ce qu'il y a une façon de faire que vous trouvez
mieux? Bah, je dirais, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre en soi. En termes d'épanouissement du salarié, peut-être? Oui, ça va dépendre de la personne, je pense, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui aiment bien avoir cette polyvalence parce qu'ils aiment bien changer, toucher un peu à tout. Et il y a d'autres Et personnes... d'autres que ça déstabilise. Voilà, exact. Mais un exemple, c'était justement une entreprise avec qui je travaillais. Et quand ils commençaient à chercher à embaucher aux États-Unis, ils ont dit, ouais, on veut quelqu'un qui va pouvoir nous faire, c'était quoi? C'était la communication, le marketing, le community management Oui. pour les réseaux sociaux, la rédaction pour le site web et aussi de prendre en compte le SEO. Et en fait, aux États-Unis, quelqu'un qui, par exemple, qui est community manager, la rédaction web et le SEO, c'est pas du tout dans leur champ de compétences, en fait. Donc, ça fait que une entreprise française qui va chercher un profil comme ça, déjà, il va avoir du mal. Et je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais c'est juste pas comme ça qu'on organise le travail aux États-Unis. Et donc justement, est-ce que vous conseillez à un manager français aux États-Unis Oui. de réviser sa façon de recruter et d'organiser ses équipes? Oui, oui, complètement. Parce que l'organisation du travail, ça ne va pas être même. Les relations entre les managers et les salariés, ça ne va pas être pareil. Et je dirais même, ça dépend, mais si quelqu'un a la possibilité, en fait, d'aller travailler en tant que salarié dans une entreprise américaine, en fait, de faire une immersion dans le monde du salariat aux États-Unis, ça va être vraiment une bonne école d'apprentissage pour observer, vraiment vivre justement ces différences. Et comme ça, avec toutes les leçons qu'il aurait apprises sur le terrain, ensuite, il peut aller, je dirais, être mieux dans sa posture de manager multiculturel. Et quel est selon vous le plus grand piège pour Ouais. un manager français qui prend un poste aux États-Unis? Je dirais, c'est d'arriver sur place en se disant, il faut qu'il sache que c'est moi le manager. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait... c'était pas quelqu'un que j'en accompagnais, mais on en avait parlé justement quand je faisais une série d'interviews pour avoir des retours des Français sur le terrain. Et il disait, je sais pas, enfin, j'arrive, j'explique qui je suis, tout mon parcours, mes diplômes, etc. Mais j'ai pas l'impression que, je sais pas, il y a pas le respect. Il me parle comme si je suis leur pote. Limite, il m'invite. Enfin, et en fait, il faut se rappeler qu'aux États-Unis, c'était, alors je dirais, une société où on aime bien faire semblant que tout le monde est égal, dans le sens qu'on sait bien que ce n'est pas le cas. Mais on a cette idée que ce n'est pas parce que vous êtes le manager que vous êtes en soi meilleur que moi, en fait. Et du coup, si on arrive avec, on va dire, une posture de « c'est moi le manager, c'est moi le chef, moi je dois dominer tout le monde », ça ne va pas marcher. Ça va créer justement des blocages. Des résistances. Oui, voilà, des résistances. On va perdre. C'est pas professionnel, en fait, de faire comme ça. Même si on sait qu'il y a la hiérarchie, les managers, ils vont être là, en apparence, au même niveau que les salariés. Et à contrario, vous conseillez à des managers américains qui viennent en France, c'est peut-être un peu plus rare dans ce sens-là, Ça peut, oui, ça existe, d'être plus francs? Bah, d'être plus respectueux des barrières qui sont, enfin, des barrières qui sont en place dues à cette hiérarchie. Ça peut passer Plus par sobre. peut-être un peu plus, oui, voilà, être un peu moins à l'américaine, si on peut dire, mais c'est-à-dire de respecter l'idée de vouvoiement, de tutoiement, s'ils parlent en français, par exemple. Un Américain, je dirais, si on avait le tutoiement et le vouvoiement en anglais, tout le monde se tutoierait tout le temps. Parce qu'un manager qui dit oh non, mais appelle-moi Bob, etc. Et en France, en fait, on prend plus de temps pour construire cette relation de confiance avant de faire tomber ces barrières. Aux États-Unis, on part du principe que tout le monde est égal, encore c'est plus ou moins vrai, mais que je vais vous faire confiance jusqu'à ce que j'ai raison de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas les barrières jusqu'à ce qu'on a besoin de les dresser. Et en France, c'est plus on a des barrières jusqu'à ce qu'on voit qu'on peut les Ça se baisser. gagne une confiance. Voilà, c'est ça, exact. Et alors, un conseil pour transformer, bon, c'est un peu large, mais Oui.
de bonnes pratiques peut-être pour transformer ces différences culturelles Oui, en avantages oui. plutôt qu'en source de friction. Oui, oui. Alors, c'était quelque chose qu'on avait fait avec justement cette entreprise qui ouvrait plusieurs bureaux aux États-Unis et on a fait un travail à la fois avec les équipes françaises et avec les équipes américaines. En fait, c'est vraiment de intégrer cette multiculturalité dans la culture de l'entreprise. Donc, on a travaillé en fait sur d'expliquer des deux côtés pourquoi les Français font comme ça et pourquoi les Américains ils font comme ça. Que les deux ils soient conscients en fait des différences et que ça soit pas quelque chose où on doit faire semblant que ça n'existe pas. En fait, de mettre tout ça sur la table et de se dire si vous voyez qu'il y a quelque chose que votre collègue français ou américain il fait, vous comprenez pas pourquoi, ça vous chagrine un peu, ça crée une tension, de ne pas avoir peur d'aller en parler en fait. Et du coup, de se dire, il y a quelque chose qui se passe, je comprends pas, est-ce que vous pouvez m'expliquer, est-ce que c'est comme ça dans votre culture? Et en fait, d'ouvrir ce dialogue parce que sinon, D'être dans l'ouverture. voilà, c'est ça. Et de se dire, on n'a pas peur de montrer du doigt les différences qu'on a afin de pouvoir mieux avancer ensemble. Parce que parfois, je pense qu'on n'ose pas trop, on ne veut pas être dans, c'est pas la discrimination, mais on ne veut pas montrer du doigt la différence de l'autre. Sauf que la différence, elle existe. Donc, on peut en parler. L'important, c'est de le faire ça d'une manière respectueuse et intelligente. Et est-ce que vous pouvez définir un bon manager Oui. d'une équipe mixte franco-américaine? Je dirais un bon manager, c'est quelqu'un qui va déjà savoir qu'il a des choses à apprendre sur les deux cultures, qu'il est prêt à remettre en question sa façon de faire, qui est prêt aussi à écouter ses salariés et de se dire, il y a quelque chose que je ne comprends pas, est-ce que vous pouvez m'éclairer? En fait, de revenir à... Forme d'humilité. Voilà, c'est ça, d'avoir cette forme d'humilité et d'accepter qu'il ne sait pas tout et qu'il est aussi prêt aussi peut-être à changer sa façon de faire, même peut-être avec ses équipes qui sont de la même nationalité que lui en fait, mais encore de faire un travail de construction de culture d'entreprise qui, je dirais, qui mélange un peu les meilleurs des deux en fait. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet Merci. échange. Merci Christina Rébuffet-Brodos. Merci. Merci encore d'avoir répondu présente. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.